tous. J'ai pas pris mon micro. Alors aujourd'hui, je vais parler du masculin et du féminin. Euh, alors vous allez voir, c'est pas le seul aspect, mais en gros, je vais parler de la première polarité à l'origine de la manifestation ou de la création, selon comment on préfère l'appeler. Euh, donc, alors pourquoi je vais parler de ça? Parce que déjà, aujourd'hui, l'idée de masculin et de féminin, elle se perd, hein. Euh, bon, il y a une confusion monumentale autour de ça. Euh, que ce soit les idéologies très modernes qui tendent à nier toute forme de différence entre les sexes, hein, jusqu'à même dire qu'on peut naître dans un mauvais corps, hein, ou que ce soit les New Age avec les histoires de féminin sacré, de masculin sacré, vous savez. Bon, au moins il y a une polarité, hein, déjà ça. Mais bon, c'est souvent complètement détourné. Et déjà même d'un point de vue... rien que d'un point de vue psychique, déjà, c'est très souvent complètement n'importe quoi. Ça correspond à aucune réalité psychologique. Alors je parle même pas de l'aspect sacré, quoi. Euh, bref. Alors évidemment, hein, moi je considère que le corps et la biologie sont dans une continuité de l'âme, et même, hein, dans une continuité de, de ce qui est au-delà, hein, de l'âme. Okay. Donc une continuité qui prend sa source justement dans cette première polarité de l'être. Donc je ferai certainement plusieurs vidéos là-dessus. Et là, sur cette vidéo, je vais mettre l'accent spécifiquement donc, sur les principes de cette polarité, hein. Qu'est-ce que c'est que cette polarité d'un point de vue métaphysique? Qu'est-ce qui la caractérise? Quels sont les qualificatifs qu'on peut lui donner? Les différentes façons de le voir, hein, pour essayer d'avoir un tableau un peu général qui nous permettra ensuite de voir comment cette polarité se décline, hein, et comment elle vient d'influencer notre vie à nous en tant qu'être humain finalement, hein, et la vie de la nature dans son ensemble. Donc, on va reprendre donc le point métaphysique que j'avais fait, hein, sur la vidéo, dans la vidéo sur la tradition primordiale, qui est que donc il y a le non-être, hein, le zéro, qui va se déterminer en être, hein, en le 1. Okay. Donc eux, je les mets de côté parce que c'est pas le sujet de la vidéo, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est en dessous de ça. Donc, à partir du moment où l'être, l'unité primordiale, hein, ce qu'on peut appeler aussi le principe, hein, en termes guénoniens, eh ben, il va se polariser en une première dualité, hein. Donc le 2. Okay. Alors, pour ça, je me suis basé à la fois sur mes propres réflexions, sur mes propres connaissances, et puis sur les travaux de Guénon dans son ouvrage La Grande Triade, hein, qui est assez fourni dans ce sens-là, alors qui est principalement sur le ternaire, hein, sur donc la polarité, et puis ce qu'elle va produire, hein, parce que c'est ainsi que la grande triade extrême-orientale fonctionne, hein, parce qu'il y a d'autres triades, il y a plein d'aspects, mais voilà, là aujourd'hui, de toute façon, je vais me concentrer sur l'aspect cosmologique, et je vais m'expliquer là-dessus. Donc, on a dit que l'être, l'unité primordiale, va se polariser, hein, donc, en deux, donc ce qu'on nomme en termes européens souvent en français essence et substance, hein, essence universelle et substance universelle. Le mot universel est ici important, hein, parce que même dans ce qu'on appelle la substance, il n'y a pas encore l'idée de matière au sens physique du terme, hein. Dans la tradition hindoue, c'est Purusha et Prakriti.
Dans la tradition extrême orientale, c'est le ciel, Tien, et la terre, Ti. Hein, donc le ciel et la terre, rien à voir avec avec le ciel et la terre qu'on connaît physiquement. Hein. C'est, ils utilisent le ciel et la terre comme symbole d'une réalité qui les dépasse. Okay. Donc, en fait, le ciel et la terre, ils ne sont pas produits par l'unité principielle. Ils sont, donc le ciel et la terre, l'essence et la substance, hein, au sens principiel. Ils sont en quelque sorte manifestés, distingués, lorsque se produit cette polarisation. Hein. Donc, ils ne sont pas engendrés, si vous voulez. On ne peut pas parler à ce stade-là d'un engendrement. Parce qu'en fait, ils sont déjà dans cette unité, hein, première. Mais ils y sont à l'état potentiel, indistinct, uni. Hein, d'où le terme unité. Donc, on va prendre une image géométrique. Hein. Donc, alors ça paraît, hein, je la tire de la grande triade de Guénon. Cette figure géométrique, donc vous allez imaginer un triangle équilatéral, hein, tout simplement, d'accord. Donc un triangle avec des côtés égaux. Donc le premier, hein, parce qu'il y en a deux triangles, vous allez voir, c'est celui-ci. Il a le sommet vers le haut. Hein, ce sommet, c'est le 1, okay, duquel va découler la polarité, c'est-à-dire les deux sommets de la base. Okay. Donc là, en fait, pour bien préciser, on est dans un point de vue métaphysique, c'est-à-dire on est dans un point de vue qui prend le principe, l'unité primordiale, comme point de départ, hein, et en sens descendant. Donc dans le sens du déploiement de la manifestation. Donc maintenant, vous allez imaginer un deuxième triangle, et cette fois-ci, la base est en haut. Hein, c'est-à-dire que c'est cette polarité-là, hein, elle va produire en quelque sorte le 3, hein, le sommet tout en bas. C'est-à-dire dans l'expression taoïste, les 10 000 êtres. Hein, donc ici, quand on prend ce symbole-là, on se place dans un point de vue cosmologique, hein, parce que on est proprement dans la manifestation du cosmos, ou la création. Hein. Et donc, toute la vie qu'on connaît et qu'on vit, elle est issue de cette première polarité, qui est la base, en quelque sorte métaphysique, de notre réalité. Donc, hein, le point tout en bas, c'est le nombre 3. Hein, c'est le 3. Donc un truc intéressant, c'est qu'on peut noter qu'effectivement, on peut voir les deux triangles comme celui du bas comme l'image de celui du dessus. Et effectivement, ça a du sens, puisqu'on a dit que là, c'est le 1, la base, c'est la première polarité, et la polarité, on la retrouve ici, hein, et qui va elle-même produire la manifestation. Donc on voit que d'une certaine façon, le 3 est l'image du 1. Hein, il est en quelque sorte le reflet, et le plan de... comment dire, on va dire le miroir enfin, pas le miroir, mais je suis désolé, hein, je suis pas très calé en géométrie. Ce qui sépare, hein, ce qui les permet de se mirer, c'est la base, c'est le centre. Okay, la base centrale qui est donc la polarité. Donc finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 3, la multitude des êtres,
est en quelque sorte l'image et la fragmentation, sous un autre point de vue, la fragmentation indéfinie de l'être avec un grand E. Et, soit dit en passant, c'est essentiel hein, que l'homme, ou l'être humain, il est le centre de la manifestation. Il est l'être central entre le ciel et la terre, hein, celui qui synthétise toute la manifestation. Donc, on va revenir sur la polarité essence-substance, ciel-terre. Alors déjà, on peut dire que, ce qui peut paraître évident, puisqu'elle est issue de l'unité, et que d'elle provient les êtres, mais cette dualité, ce n'est une opposition qu'en apparence, hein, puisque elles viennent du même sein. Et c'est une opposition d'un point de vue relatif, hein, parce qu'en réalité c'est une complémentarité. D'un autre point de vue, et l'aspect physique le confirme, hein, c'est que le ciel est le pôle supérieur de la manifestation et la terre le pôle inférieur, hein, d'où le fait que les Asiatiques aient pris le ciel et la terre que l'on connaît pour symbole de l'essence et de la substance universelle. Donc la manifestation, elle se situe en quelque sorte en dessous du ciel et au-dessus de la terre. Et l'homme est le centre de la manifestation universelle. Voilà. Donc en un certain sens, et selon la tradition chinoise, il est le pont entre le ciel et la terre. Il y a une expression qui est utilisée aussi, c'est le ciel couvre, la terre supporte. Donc, maintenant on va entrer un petit peu dans les caractéristiques, si on peut appeler ça comme ça, les concepts qualifiants d'un côté l'essence et de l'autre côté la substance. Donc le ciel ou l'essence est active, masculine. Elle est en analogie avec la lumière. Hein, on utilise les qualificatifs de positif, pas dans un sens de valeur. Hein, on est sur un plan qui est au-delà des idéologies humaines et de la morale. Donc, le ciel, actif, masculin, positif, lumineux. Et la substance, hein, qui est, qu'on appelle la materia prima, c'est-à-dire la matière première. Alors la matière pas au sens, encore une fois, au sens physique du terme. C'est la substance, c'est l'universel, c'est l'indistinction potentielle. Hein. Elle est passive. Elle est agie par le ciel. Elle est féminine, hein, en analogie avec l'obscurité aussi. Donc, ainsi, hein, sont l'essence et la substance l'une par rapport à l'autre. Et pour tout ce qui concerne cette première dualité et toute la manifestation qui en découle, tout est question de rapport entre l'un et l'autre. Hein. Tout ce que l'on connaît est le produit d'une union et d'une interpénétration de ces deux principes en chaque chose en fait. Et chaque chose a sa mesure de yin et de yang, hein, on va y revenir à ces deux termes. Hein, quelque chose qui peut être passif par rapport à ça, peut être actif par rapport à ça. Vous voyez ? Donc en fait, la pureté, hein, on va y revenir. Je vais d'abord finir là-dessus. Donc, on va rajouter hein, ce prisme qui est bien connu, celui du yin et du yang. Donc, le yang, hein, et souvent les gens ont tendance à inverser. Le yang, c'est l'essence, le principe masculin, actif, positif, lumineux. Le yin, c'est la substance, le principe féminin, passif, négatif, de l'ombre, hein, l'obscurité.
Donc, là, ce que je viens de dire, c'est que le ciel, oui, à l'état pur, est uniquement yang. Et la Terre, à l'état pur, est entièrement yin. D'accord? Parce que c'est la première polarité. Donc, ils expriment cette polarité nécessairement dans leur pureté, dans leur intégralité. Vous voyez? Mais cette pureté-là, elle ne vaut que pour ces deux pôles, qui sont à la base de la manifestation. Parce que tout ce qui relève de la manifestation, c'est une résultante de cette polarité. Donc le yang et le yin ne peuvent pas s'y retrouver à l'état pur. Hein. Donc ça ramène au symbole du yin et du yang, qui est évidemment, qui se place évidemment d'un point de vue cosmologique, où on voit la ligne séparative entre les deux pôles, qui est comme ça, qui est ondulée, ce qui rappelle aussi le- la forme du serpent, c'est un symbole aussi du monde intermédiaire, monde astral, psychique, etc. Qui, bref. Euh, et cette ligne-là, parce que si c'était une ligne droite, on verrait une séparation nette, on verrait une dualité radicale. Là, l'intérêt, justement, c'est qu'elle est comme ça. C'est, y a, on sent comme si elle faisait un mouvement, comme ça, circulaire, qu'elle se mélange, qu'elle s'interpénètre, d'accord? Donc c'est l'idée que suggère ce symbole. Euh, et il faut aussi savoir que, enfin, vous avez déjà vu le symbole, vous savez à quoi il ressemble, mais il y a un point blanc dans l'hémisphère noir et un point noir dans l'hémisphère blanc, ce qui indique d'autant plus cette idée de mélange, mais dans des proportions qui ne sont pas égales. C'est-à-dire que chez un homme, par exemple, le yang est nécessairement prédominant, globalement. Son aspect physique est le critère qui nous permet de savoir qu'effectivement le yang est prédominant. Cela dit, il y a aussi le yin, dans une moindre mesure. Et après, ces questions de mesure-là, elles sont indéfinies, selon la variété des êtres, etc. Et selon leur place dans la hiérarchie de la nature, parce qu'évidemment que l'être humain et même la femme est yang par rapport à toute la création, parce qu'elle est, de par sa fonction d'être humain, elle est en capacité d'agir sur la nature, en capacité la conscience, etc. Tout ça, c'est quelque chose de plus céleste, de plus essentiel, donc plus en rapport avec le côté yang, que la nature qui se base plutôt sur... en fait, qui n'a pas de libre arbitre, tout simplement déjà. Il y a d'autres aspects évidemment, mais pour donner les plus flagrants, quoi. Donc en fait, oui, là, je l'ai dit un peu, mais l'aspect yang des êtres, c'est celui qui correspond à ce qu'il y a en eux d'essentiel ou de spirituel. Et on sait que l'esprit est identifié à la lumière. Alors que l'aspect yin des êtres, ça correspond à leur substance. Mais étant donné que cette substance est inintelligible, excusez-moi, Guénon a une expression qui est très intéressante, c'est celle de dire que la substance est la racine obscure de toute existence. Parce que racine obscure, ça fait un peu presque... comment on appelle ça encore, une répétition de deux termes en fait qui veulent dire la même chose, mais enfin une racine est nécessairement obscure puisqu'elle est occulte, elle est souterraine. La racine est sous la terre. Bon, je vais pas développer plus cet aspect-là.
Euh, Aussi, hein, dans un langage un peu plus aristotélicien et scolastique, hein, le yang est en acte et le yin en puissance. Hein. Puissance, potentialité, en acte, actif. Hein. Donc on voit bien que cette première polarité euh, comporte plusieurs aspects, hein, parce qu'on a plusieurs concepts pour les qualifier, euh, et tout simplement parce qu'il y a plusieurs aspects réels aussi à distinguer. Et on voit bien que celui du masculin et des féminins n'est pas le seul et celui qui est nécessairement central. Hein. Euh, mais il est une manière de percevoir et il est une réalité, cet aspect. Hein. Donc maintenant, on va poursuivre avec cet aspect, hein, parce que c'est celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui. C'est qu'on peut dire que tout être est androgyne dans une certaine mesure. Mais il n'y a jamais une part égale, comme je le disais, entre le yin et le yang dans un être individuel. Euh, hein, comme je disais, le point yang dans le yin est petit comparé à tout le yin. Hein. Donc ça suggère aussi cette idée. Euh, donc la biologie, notre sexe physique, est l'indicateur de la polarité qui est prédominante en nous. Hein, de, du pôle plutôt. Euh, du coup, un être parfaitement androgyne, il serait immatériel. Hein. Il serait même sur un plan qui est au-delà de la première polarité. Parce que l'androgyne véritable, parfait, a uni les deux pôles en lui-même de manière à ce que ces deux pôles soient indistincts, comme dans l'unité primordiale. Donc ça c'est intéressant, notez-le, hein, que justement un véritable androgyne est finalement comme dans l'unité primordiale. On va y revenir. Donc cette idée d'androgynie, hein, primordiale, que l'homme, avant sa polarisation entre homme et femme, euh, était androgyne, elle a été exprimée par Platon. Hein. Alors il y a d'autres traditions qui le suggèrent implicitement, c'est que on dit que la femme a été tirée du côté de l'homme, et non pas de la côte. On dit aussi dans la tradition chrétienne que l'homme avec un grand H a été fait à l'image de Dieu. Et là c'est intéressant parce qu'il y a un double aspect en fait. Euh, L'homme, alors là c'est mon interprétation, mais l'homme avec un petit H euh, est à l'image du ciel, hein, est à l'image de l'essence. Donc il est en quelque sorte l'incarnation du ciel. Alors pas dans sa pureté évidemment, parce qu'il y a aussi du yin en lui, et justement par le côté de l'être humain entre pont et ciel et terre, entre le centre et ciel et terre, il ne peut pas être que l'un ou que l'autre, hein, dans le cas de la femme. Euh, donc, et la femme, elle, serait plutôt l'incarnation de la terre, hein, de la substance. Donc, l'homme avec un petit h, incarnation du ciel, la femme avec un petit f, incarnation de la terre. Hein. Alors, l'être humain, lui, hein, l'homme avec un grand H, est à l'image du 1, de l'être, hein, de l'unité primordiale, hein, on l'a dit, l'unité primordiale qui est androgyne. Donc, et en fait, retrouver ce statut d'androgyne primordial, ça revient à retrouver
son statut d'homme véritable, hein, pour employer les termes de René Guénon, euh, ou d'homme universel, hein. Vraiment dans ce qu'il y a de plus principiel dans l'être humain. Donc on voit déjà un petit peu s'esquisser cette idée euh, que l'être humain est le 3 par excellence, et justement parce qu'il est le 3 par excellence, le 3 central, il peut retrouver le 1. Et c'est le sens c'est selon moi le sens qu'on peut donner au Christ, hein, d'une certaine façon. Alors, ouais, bon, un petit aparté dans la nature et dans la femme, hein, il y a aussi du yang, ok. Tout est mélangé, comme je l'ai dit, dans des proportions harmonieuses. Hein, c'est pas juste un mélange Glooby Boulga, New Age, Woke et compagnie, hein, la création. Il y a un ordre dans tout ça, il y a une harmonie, hein. Euh, hein, je dis ça aussi pour couper court à tout discours à portée trop misogyne. Euh, oui, il y a en quelque sorte une supériorité euh, du pôle essentiel sur le pôle substantiel. C'est c'est pas la même chose, ça n'a pas la même fonction, tout simplement. Il y en a un qui est actif par rapport à l'autre. C'est comme ça. Voilà. Bon, alors là évidemment ça pourrait être interprété comme misogyne déjà, mais bon, écoutez, je ne peux pas faire grand chose pour ça. Et de la même manière, hein, il y a du yin euh, dans l'homme, hein, dans l'essence, bref, dans l'essence, enfin, euh, dans des termes moins universels. Voilà, bon, je pense que c'était juste une petite prévention, hein, finale. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que j'ai dit l'essentiel sur l'aspect métaphysique, sur les caractéristiques euh, de ces deux pôles. Donc on verra, hein, certainement la prochaine fois à développer tout ça, c'est-à-dire à voir comment ces deux principes découlent dans le cosmos, dans la manifestation, hein, que ce soit dans la psyché, dans le corps, etc. Euh, je pense qu'il y a des choses intéressantes à relever. Et, euh, et puis évidemment, tout ça, ça a pour but aussi même si bon, c'est prêcher dans le désert, quoi. Mais bon, faut le faire, hein, sinon, bah, on se tire une balle, quoi, en fait, hein. Il n'y a rien à faire, quoi. Et voilà, donc tout ça pour remettre un peu d'ordre là-dedans, en espérant qu'il y ait quelques sursauts, quelques prises de conscience que chacun retrouve sa place de manière intelligente et non pas de manière réactionnaire, conservatrice voilà, mais rien que le fait de reprendre conscience de ces aspects-là en nous, de comprendre ce que c'est que le masculin et le féminin, euh, rien que la conscience de ces choses-là déjà, euh, bah, quelque part nous pousse à nous y aligner quand on en perçoit intérieurement la réalité. Voilà, je vous dis à bientôt du coup pour la suite de cette série.